L'union inattendue. Pierre Dubois se tenait nerveusement devant l'autel. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il observait la femme qui s'approchait de lui. Elle était complètement différente de ce qu'il avait imaginé, complètement différente de ce qu'il avait espéré. Mais dans 6 mois, cette même femme sauverait sa vie, sa ferme et tout ce en quoi elle croyait. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur la petite église de village, tandis que Pierre tirait sur son col. La sueur perlait sur son front, malgré l'air frais. Son père Louis Dubois était assis, les bras croisés, au premier rang. Ses yeux froids fixaient son fils comme un faucon fixe sa proie. Il n'y avait plus d'échappatoire maintenant. Les dettes étaient trop importantes, les créanciers trop impatients, et ce mariage était le seul moyen d'empêcher que la ferme Dubois soit saisie. Marguerite Rousseau descendait lentement l'allée. Sa simple robe brune bruissait à chaque pas. L'estomac de Pierre se noua, en contemplant son visage rond et sa silhouette généreuse. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé son jour de mariage. Il avait rêvé d'épouser quelqu'un de beau, quelqu'un qui rendrait les autres hommes jaloux. Au lieu de cela, il était lié à une étrangère dont le père possédait les terres adjacentes. Des terres qui, dans cette région frappée par la sécheresse, avec leurs droits sur l'eau, valaient plus que l'or. « Respire, mon garçon », se murmura-t-il à lui-même. Ses mains tremblaient légèrement. Ce n'est que du business, rien de plus. Mais quand Marguerite s'approcha, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle leva les yeux et le regarda droit dans les yeux. Et au lieu de la honte ou de la nervosité qui l'attendait, il y avait quelque chose de complètement différent. Son regard était ferme, presque provocateur, comme si elle pouvait lire chacune de ses pensées. « Monsieur Dubois », dit-elle doucement en atteignant l'autel. Sa voix portait une force qui le surprit. « Mademoiselle Rousseau », répondit-il à peine audible. Le pasteur commença ses mots familiers, mais Pierre écoutait à peine. Sa tête était remplie de rancœur contre son père, contre cette situation, contre la femme à ses côtés qui incarnait tout ce qu'il ne voulait pas. Il pensait aux autres hommes de la ville, qui ricaneraient dans son dos, aux blagues qu'il ferait sur sa femme corpulente. C'est pourquoi, quand le pasteur lui demanda s'il voulait prendre Marguerite pour épouse, son oui sonna plat et sans émotion. Mais quand Marguerite prononça ses vœux, sa voix résonna claire et confiante dans la petite église. Et quelque chose dans son ton le fit la regarder à nouveau. Ses yeux n'étaient ni baissés ni excusants. Ils brûlaient d'un feu qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Et quand elle dit oui, cela sonnait moins comme un consentement et plus comme une déclaration de guerre. L'anneau semblait lourd à son doigt quand ils quittèrent ensemble l'église. Mais plus lourd encore était la réalisation qu'il ne savait absolument rien de la femme qu'il venait d'épouser. Et de la façon dont elle marchait droite et fière, ignorant les murmures de la petite foule, il pressentait qu'elle était bien plus qu'elle ne semblait l'être. Mais Pierre n'avait aucune idée que Marguerite prouverait avant le coucher du soleil de leur jour de mariage, à quel point il était dangereux de la sous-estimer. Le voyage de retour à la ferme Dubois fut la plus longue heure de la vie de Pierre. Marguerite était assise à côté de lui sur le siège de la carriole, les mains jointes sur ses genoux, sans dire un mot. Mais son silence n'était ni doux ni soumis. Il ressemblait au calme avant la tempête. Alors Pierre commença finalement, désespérément, pour briser la tension. « Je suppose que vous voulez voir la maison. » Sa voix sonnait plus rude qu'il ne l'avait voulu. « Je l'ai déjà vue, » répondit Marguerite sans le regarder. « 3 fois même, pendant que vous étiez en ville à noyer votre chagrin concernant ce mariage, dans l'auberge. » Les mains de Pierre se crispèrent sur les rênes. Comment savait-elle ses visites à l'auberge ? Il avait été prudent, du moins le pensait-il. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Bien sûr que non, » répondit-elle. Il y avait maintenant presque quelque chose d'amusé dans sa voix. « Tout comme vous ne savez pas que vos ouvriers vendent du bétail pour régler leurs propres dettes, ou que votre père doit de l'argent non seulement à ma famille, mais à la moitié de la région. » La carriole cahota sur un nid de poule. Tous deux furent secoués, mais Pierre le remarqua à peine. Sa tête bourdonnait. « C'est impossible. Ces hommes sont avec nous depuis des années. La loyauté ne remplit pas l'estomac, monsieur Dubois, et les hommes désespérés font des choses désespérées. » Marguerite se tourna finalement vers lui, et dans ses yeux il y avait une connaissance qui lui noua l'estomac. « Votre contremaître Jean-Martin détourne de l'argent depuis 6 mois, sur les recettes de vente de bétail. Votre père le sait, mais ne peut pas se permettre de le renvoyer, car Jean est le seul qui empêche les autres hommes de partir.
quand ils s'arrêtèrent devant la ferme. Pierre resta figé sur le siège de la carriole, contemplant sa terre avec de nouveaux yeux. Les poteaux de clôture penchés qu'il avait ignorés, l'enclos envahi par les mauvaises herbes qui avaient besoin de réparation, le troupeau clairsemé dans le pâturage. Soudain, tout prenait sens. Son père n'avait pas seulement perdu l'argent au jeu. Ils avaient perdu de l'argent simultanément, en plusieurs endroits. Et ce mariage était un garrot, pas une guérison. « Comment savez-vous tout cela » demanda-t-il doucement. « Parce que je me suis préparée à ce mariage plus longtemps que vous, dit Marguerite en descendant de la carriole avec une grâce surprenante. Mon père n'a pas arrangé cette union seulement pour les droits fonciers, monsieur Dubois. Il l'a arrangée parce que votre ferme est la clé du contrôle de l'accès à l'eau pour 3 districts. Mais il faut quelqu'un d'assez intelligent pour faire fonctionner cela. » Elle se dirigea vers la maison, mais s'arrêta aux marches du perron. La question est, êtes-vous assez intelligent pour écouter, ou assez fier, pour tout perdre en prétendant savoir mieux ? Pierre la regarda, disparaître par la porte d'entrée qui était maintenant leur foyer commun. Sa tête bourdonnait de questions. Qui était cette femme ? Comment avait-elle découvert tant de choses sur les affaires de sa famille ? Et le plus troublant, que savait-elle d'autre qu'il ne savait pas ? Mais pendant qu'il détachait les chevaux, une pensée le rongeait. Si Marguerite savait déjà tant de choses sur ses problèmes, quel était exactement son plan pour les résoudre ? Le soir venu, Pierre découvrit que c'était comme s'il avait invité une tornade dans la maison avec Marguerite. Tout ce qui était familier allait être bouleversé. Il la trouva dans le bureau de son père, assise derrière le massif bureau en chêne comme s'il lui appartenait. Devant elle, des papiers étaient étalés comme un plan de bataille. Des livres de comptes, des actes de propriété et apparemment des documents juridiques couvraient chaque centimètre de la surface. Mais ce qui lui glaça le sang dans les veines était la vue de Jean-Martin debout devant le bureau, comme un écolier convoqué dans le bureau du directeur. « Que se passe-t-il ici » exigea Pierre en entrant dans la pièce. Le visage de Jean était devenu pâle. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. « Votre femme, elle sait pour le bétail. »« Bien sûr que je sais, » dit Marguerite calmement, sans lever les yeux des papiers. « Je sais que vous avez vendu 15 bêtes chaque mois, et n'en avez déclaré que 10. Je sais que vous avez empoché la différence, et je sais que vous aviez l'intention de faire porter le chapeau de la perte au voleur à la fin. » Pierre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les chiffres n'avaient jamais correspondu, mais son père s'était toujours occupé des livres et Jean était comme de la famille. « Jean, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Les épaules du contremaître s'affaissèrent. « La ferme coulait de toute façon, Pierre. J'ai des enfants à nourrir. » « Aviez, » corrigea Marguerite, sa voix tranchante comme une lame. « Vous aviez un travail. Maintenant vous avez un choix. Rendez ce que vous avez volé, ou je fais venir le shérif, avant le lever du soleil. » Mais le visage de Jean durcit soudain. « Vous croyez pouvoir débarquer ici et commencer à donner des ordres ? Vous n'êtes personne, juste une grosse femme dont le père a payé pour se débarrasser d'elle. » Le silence qui suivit était assourdissant. Pierre s'attendait à ce que Marguerite s'effondre, qu'elle recule devant les mots cruels. Au lieu de cela, elle se leva lentement, chaque mouvement calculé et contrôlé. « Monsieur Martin, » dit-elle doucement, à peine au-dessus d'un murmure. « Vous semblez penser que ma taille reflète ma force. C'est votre première erreur. » Elle ouvrit le tiroir du bureau et sortit un petit journal en cuir. « Votre deuxième erreur était de supposer que j'étais venue ici sans préparation. » Elle ouvrit le journal et commença à lire « 15 mai. 20 têtes vendues à l'équipe de Bernard, 12 déclarées. 22 mai. 18 têtes vendues au dépôt ferroviaire, 10 déclarées. 3 juin. » Elle leva les yeux vers Jean, dont le visage était devenu livide. « Dois-je continuer ? Car j'ai 4 mois de registre détaillé, y compris les noms de chaque acheteur et les montants exacts que vous avez empochés. » La main de Jean bougea instinctivement vers son arme. Il se figea cependant, quand la voix de Marguerite trancha l'air. « Je ne ferai pas ça, » dit-elle doucement, « car votre troisième erreur était de croire que j'étais venue seule. » Le bruit de bottes sur le porche avant fit sursauter tout le monde. Par la fenêtre, Pierre pouvait voir 3 hommes qui s'approchaient de la maison. Des hommes qu'il ne connaissait pas, dont les visages durs et les armes attachées indiquaient clairement qu'ils étaient tous sauf des ouvriers agricoles ordinaires.
Qui sont-ils ? Chuchota Pierre. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait. Marguerite sourit. Et ce n'était pas un sourire doux. Le genre, Monsieur Dubois, qui s'assure que les gens tiennent parole. Jean se précipita vers la porte, mais trouva son chemin bloqué par le plus grand des 3 hommes qui venaient d'entrer. L'étranger était bâti comme une montagne, des cicatrices zébraient ses jointures, et ses yeux révélaient qu'il avait vu trop de violence. « Où allez-vous, l'ami » demanda le grand homme d'une voix amicale. Mais ce qui arriva ensuite devait apprendre à Pierre qu'il avait épousé bien plus que la simple solution de son père à leur dette. La confrontation dura exactement 3 minutes. Jean Martin, confronté à 3 hommes armés et à une femme qui connaissait chaque détail de ses vols, s'effondra comme un château de cartes dans la tempête. « L'argent est caché dans ma cabane », balbutia Jean. Sa précédente arrogance avait complètement disparu. Du moins la plupart. J'en ai dépensé un peu pour des médicaments pour ma cadette. L'expression de Marguerite s'adoucit un moment. Combien a coûté le médicament ? 40 francs. La fièvre a failli la tuer. Alors rendez le reste et considérez les 40 francs comme une indemnité. Elle fit un signe de tête au grand homme, qui bloquait la porte. Guillaume vous accompagnera pour aller le chercher, et vous serez partis avant demain matin. Mais pendant qu'on emmenait Jean, Pierre saisit Marguerite par le bras. Attendez. Qui sont ces hommes ? D'où les connaissez-vous ? Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Marguerite parut incertaine. C'est compliqué. Compliqué comment ? La prise de Pierre se resserra. Mon contremaître vient d'avouer m'avoir volé, parce que 3 étrangers armés sont entrés dans ma maison. Je pense mériter une explication. Marguerite se libéra alors, et alla à la fenêtre, d'où elle observait. Guillaume emmenait Jean vers les quartiers des ouvriers. Mon père n'a pas arrangé ce mariage seulement pour la terre, Pierre. Il l'a arrangé parce que votre ferme repose sur les droits d'eau les plus précieux de 3 territoires. Mais il y a d'autres gens qui veulent ces droits. Des gens dangereux. Quel genre de gens dangereux ? Le genre qui préférerait vous voir mort plutôt que de vous voir réussir. Elle se tourna vers lui, et pour la première fois, il vit de la peur dans ses yeux. Il y a 3 semaines, un homme nommé Conrad Moreau a fait une offre pour votre ferme. Quand votre père a refusé, Moreau a fait comprendre que des accidents arrivent aux fermiers têtus. Pierre sentit son estomac se nouer. Vous voulez dire que quelqu'un veut me tuer ? Je dis que quelqu'un veut tuer quiconque contrôle cette terre. C'est pourquoi mon père a agi si vite avec ce mariage. C'est pourquoi j'ai amené une protection. Elle désigna les hommes dehors. Et c'est pourquoi nous devons travailler ensemble, que vous m'aimiez ou non. Mais avant que Pierre puisse répondre, un coup de feu retentit de la direction des quartiers des ouvriers. Par la fenêtre, ils virent Guillaume tituber en arrière, agrippant son épaule, tandis que Jean Martin saisissait un fusil et sautait sur un cheval. Il était préparé, murmura Marguerite. Il savait que nous allions découvrir. Un autre coup de feu brisa la fenêtre du bureau. Des éclats de verre pleuvaient sur le sol. Pierre saisit Marguerite et la tira derrière le bureau, tandis que les balles faisaient éclater les murs en bois tout autour. « Restez baissés !» cria-t-il en attrapant sa cartouchière. Mais quand il regarda par-dessus le bord du bureau, son sang se glaça dans ses veines. J'en étais pas seul. Au moins 6 cavaliers avaient émergé au bord de la propriété. Tous armés, tous se dirigeant vers la maison avec une intention mortelle. « Marguerite !» dit Pierre d'une voix tendue, alors que la réalisation le frappait. Comment Jean savait-il que nous allions venir le voir ce soir ? Son visage pâlit, alors qu'ils furent tous 2 frappés par la terrible vérité. Parce que quelqu'un le lui a dit. La maison sombra dans le chaos, tandis que les balles s'abattaient comme une pluie mortelle à travers les murs. Pierre rampa vers l'armoire à armes, tandis que Marguerite restait à plat ventre derrière le massif bureau. « Combien d'hommes avez-vous » cria Pierre par-dessus les coups de feu. « 3, répondit Marguerite en criant, mais Guillaume est blessé et les 2 autres sont coincés dans la grange. Pierre réalisa qu'ils étaient en infériorité numérique de 2 contre 1, piégés dans une maison qui ne pouvait résister à un siège. Mais quand il attrapa son fusil, quelque chose l'arrêta. Par la fenêtre brisée, il pouvait voir. Jean pointait directement vers le bureau et faire des signes aux autres cavaliers,
comme s'il savait exactement où il se cachait. « Marguerite, dit-il lentement, j'en aurais pas pu savoir que nous étions dans cette pièce. À moins que quelqu'un ne lui ait révélé notre plan, termina-t-elle la phrase, le visage tendu. Quelqu'un qui savait que j'allais l'affronter ce soir. Mais qui? Les seuls qui le savaient étaient nous trois et mes hommes dehors. Sauf ton père, haleta Pierre. Où est-il? Il est parti en ville juste après le mariage. Il a dit qu'il avait quelque chose à faire. Les yeux de Marguerite s'élargirent de réalisation. Mais il est le seul qui connaissait le moment exact. Une nouvelle salve de coups de feu brisa ce qui restait des fenêtres. Dehors, la voix de Jean s'éleva au-dessus du bruit. « Brûlez-les. La maison est en vieux bois. Elle prendra feu rapidement. » L'odeur de fumée flotta par les fenêtres brisées. Une lumière orange scintilla sur les murs. Ils avaient mis le feu à la véranda. « Nous devons sortir d'ici, » dit Pierre en attrapant des munitions dans l'armoire. « La porte arrière est couverte, » objecta Marguerite. « J'ai vu 2 cavaliers qui ont fait le tour. » Ils étaient ainsi pris entre le feu et les balles, sans voie d'évasion. Mais quand la fumée devint plus épaisse, Marguerite fit quelque chose qui choqua complètement Pierre. Elle se leva, alla calmement au bureau et commença à fourrer des papiers dans un sac en cuir. « Que faites-vous » cria Pierre. « Nous devons sortir d'ici. »« Ces documents valent plus que cette maison, » répliqua-t-elle. Sa voix ferme malgré le chaos. « La vraie raison, pourquoi Jean vous a trahi. La vraie raison pourquoi Conrad Moreau veut cette terre. Tout est ici. » Elle sortit une carte couverte de marques rouges et d'annotations juridiques. « Il ne s'agit pas seulement de droits d'eau, Pierre. Une ligne de chemin de fer va être construite dans cette région. Votre ferme se trouve exactement sur la route prévue. Quiconque possède cette terre deviendra incroyablement riche. » Mais avant que Pierre puisse traiter cette révélation, le mur avant de la maison s'effondra quand des poutres en feu s'écrasèrent dans la pièce. Le feu se propageait plus vite qu'il ne l'avait prévu et la fumée devenait mortelle. « La cave !» cria Pierre en saisissant la main de Marguerite. « Il y a un tunnel qui mène à la grange. » Ils coururent vers la cuisine, tandis que derrière eux le plafond commençait à s'effondrer. Mais quand ils atteignirent la porte de la cave, Pierre entendit quelque chose qui lui glaça le sang. La voix de son père appelant de la cour. « Pierre, mon fils, es-tu là-dedans » Louis Dubois était revenu, et à en juger par le ton, il semblait sincèrement surpris par l'incendie. Le tunnel de la cave était plus ancien que Pierre ne s'en souvenait. Les supports en bois grinçaient de façon menaçante, tandis qu'ils se frayaient un chemin dans l'étroit passage. Derrière eux, le crépitement de la maison en feu s'estompait, mais devant eux s'étendait le danger inconnu de ce qu'ils pouvaient attendre dans la grange. « Ton père avait l'air sincèrement surpris, » chuchota Marguerite, tandis qu'il se déplaçait dans l'obscurité. « Alors qui a averti Jean ?» demanda Pierre. Mais même en parlant, une terrible possibilité se formait dans sa tête. Ils émergèrent dans la grange et trouvèrent Guillaume, appuyé contre une botte de foin, son épaule grossièrement bandée, mais l'arme encore à la main. Les 2 autres hommes, que Marguerite présenta comme François et Charles, se tenaient aux portes de la grange et observaient la maison en feu. « Madame, » dit Guillaume en les voyant, « nous avons un problème. Votre contremaître, il savait exactement où nous allions nous positionner. Il connaissait aussi le tunnel. » Alors les pièces du puzzle s'assemblèrent pour Pierre et formèrent une image qu'il ne voulait pas voir. « Marguerite, qui d'autre savait que vous veniez ici ce soir? Qui connaissait votre plan exact ?» Son visage devint pâle dans la lueur vacillante du feu. « Seulement mon père. » Et elle s'arrêta. Sa main vola à sa bouche. « Et qui, le partenaire d'affaires de mon père, l'homme qui a arrangé tous les détails du mariage, qui connaissait l'arpentage du chemin de fer, qui avait accès à tous les dossiers financiers des 2 familles. » Sa voix se brisa. « Henri Rousseau, mon propre père. » La trahison la frappa comme un coup à l'estomac. Son père n'avait pas arrangé ce mariage pour sauver la ferme du bois. Il l'avait arrangé pour la détruire. « Mais pourquoi ?» demanda Pierre. Dehors, la voix de Louis Dubois devint plus urgente. « Pierre, la maison est perdue. Mais si tu es encore vivant, réponds-moi. »
Il n'est pas derrière tout ça, réalisa Pierre. Mon père ne sait vraiment rien de tout ça. Mais avant qu'il puisse décider, s'il pouvait faire confiance à Louis, François cria de la porte de la grange. Cavaliers en approche, au moins 10. Et ils ne sont pas ici, pour aider à éteindre le feu. Par la porte de la grange, Pierre pouvait distinguer des torchers qui s'approchaient à travers la prairie sombre. Mais ce n'étaient pas des voisins inquiets. Ils chevauchaient en formation, les armes à l'épaule, se déplaçant avec une précision militaire. « Conrad Moreau », murmura Marguerite. Tout était planifié. Le mariage, le vol de Jean, la confrontation ce soir, tout juste pour nous attirer dehors, pour que Moreau puisse finir le travail. Pierre comprit qu'ils étaient tombés dans un piège qui avait été préparé pendant des mois. Son mariage avec Marguerite n'avait pas été une solution à ses problèmes. C'était la dernière pièce du puzzle dans le plan de quelqu'un d'autre, pour détruire tout ce qu'il possédait. « Ton père nous a vendus, dit-il, et les mots avaient un goût amer. Mais pourquoi ? Que gagne-t-il de notre mort ?» Le visage de Marguerite durcit en une expression déterminée, que Pierre connaissait maintenant. « Avec nous deux morts, il hérite de ma part dans l'affaire foncière et peut vendre les droits d'eau sans résistance à Moreau. Plus tout ce que Moreau lui a promis, s'il lui livre la ferme. » Mais quand les cavaliers s'approchèrent, Marguerite fouilla dans son sac et sortit quelque chose qui coupa le souffle à Pierre. Une deuxième carte, qu'elle ne lui avait pas encore montrée, couverte de marques différentes et estampillée de sceaux officiels. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une assurance, dit-elle sombrement. Et la vraie raison, pourquoi mon père veut me voir morte ce soir. » La deuxième carte montrait quelque chose qui changeait tout. Tracé ferroviaire, droit d'eau et propriété foncière, avec une différence cruciale. Cette carte portait le sceau officiel de l'administration territoriale et était personnellement signée par le commissaire ferroviaire. « C'est la vraie route du chemin de fer », expliqua Marguerite rapidement, tandis que le martèlement des sabots devenait plus fort dehors. « Celle que Moreau et mon père ne connaissent pas. Le chemin de fer ne passe pas par votre ferme, Pierre. Il passe par la vallée, 3 miles au sud, sur des terres qui sont sans valeur sans accès à vos droits d'eau. » Alors Pierre réalisa que tout, les menaces, le mariage, la destruction planifiée, étaient basés sur de fausses informations. Mais si Moreau ne connaît pas la vraie route, alors il ne la connaît pas. Marguerite hocha la tête. Seulement 3 personnes ont vu cette carte. Le commissaire ferroviaire, moi et maintenant vous. Les yeux de Marguerite brillaient de détermination. Je joue un jeu plus long que quiconque ne le soupçonne, même mon père. Mais sa révélation fut interrompue par des coups de feu devant la grange. Par la porte ouverte, il pouvait voir Louis Dubois plongé à couvert derrière un chariot, tandis que les hommes de Moreau l'encerclaient. « Ils vont le tuer », dit Pierre en attrapant son fusil. « Attends », cria Marguerite en saisissant son bras. « Moreau a besoin de ton père vivant pour signer l'acte de propriété. Il s'agit de plus que simplement prendre la terre. Cela doit paraître légal. » Et effectivement, ils entendirent la voix de Moreau résonner dans la cour. « Louis Dubois, je sais que tu es vivant. J'ai une offre pour toi. » De leur cachette, ils virent Moreau lui-même chevauché dans la lumière du feu. Un grand homme aux cheveux argentés et aux yeux froids, dans lesquels se reflétaient les flammes de la maison en feu. Il descendit lentement et avec assurance, comme quelqu'un certain de sa victoire. « Ton fils est mort, Louis », cria Moreau, brûlé avec sa grosse épouse. « Mais tu peux encore te sauver. Signe-moi l'acte de propriété de la ferme et je te laisserai partir avec assez d'argent pour recommencer. » Mais Louis Dubois surprit tout le monde. Au lieu de se recroqueviller, il sortit de derrière le chariot, sa propre arme à la main. « Mon fils n'est pas mort, Moreau, et même s'il l'était, je ne vendrai pas sa ferme à de la racaille comme toi. » L'impasse qui suivit dura exactement 10 secondes. Les hommes de Moreau étaient 20 contre 1 face à Louis, et le vieux fermier le savait, mais il ne recula pas. « Tuez-le », ordonna Moreau calmement. Alors Marguerite fit quelque chose qui prouva définitivement que Pierre avait épousé une femme comme nulle autre. Elle sortit de la grange, les mains levées, la carte gouvernementale clairement visible dans sa main. « Monsieur Moreau », cria-t-elle, sa voix résonnant dans la cour. «
Avant de prendre une décision finale, vous devriez peut-être regarder ce que j'ai ici. » Chaque arme se braqua sur elle, mais Marguerite avança avec la calme assurance d'une femme qui tenait tous les atouts. « Ceci est le vrai relevé ferroviaire, signé et scellé par le commissaire territorial. Et il prouve que vous planifiez depuis des mois de voler des terres, qui seront sans valeur dans 6 mois. » Le visage de Moreau pâlit, quand il reconnut les sous-officiels sur le document. Mais sa réaction fut rapide et mortelle. « Alors je suppose que je vais devoir vous tuer tous, et trouver un autre moyen de faire de l'argent avec cette région. » Mais quand ces hommes levèrent leurs armes, Marguerite sourit de ce sourire dangereux que Pierre avait déjà vu dans le bureau. « Ce serait une erreur, monsieur Moreau, car le marshal territorial est déjà en route. Et il a des instructions très précises sur la façon de traiter les voleurs de terre et les meurtriers. » Le bruit de sabots qui s'approchaient de l'est fit se figer tout le monde. Mais au lieu d'autre homme de Moreau, émergea de l'obscurité une vision qui vida le sang du visage du voleur de terre. 6 marshals territoriaux, leurs badges brillant dans la lueur du feu, fusil à l'épaule. « Marshal Dubois !» cria Marguerite calmement. « Timing parfait. » Moreau se tourna vers elle, son visage déformé par la rage et la confusion. « C'est impossible. Comment avez-vous pu envoyer un message 3 jours avant ? » « Le jour où j'ai découvert le plan de mon père de nous faire tuer tous les deux, » termina Marguerite. « Pensiez-vous vraiment que j'entrerais aveuglément dans ce mariage ? » Quand les marshals encerclèrent les hommes de Moreau, la vérité du plan de Marguerite devint claire. Elle n'avait pas seulement épousé Pierre pour sauver sa ferme. Elle avait orchestré un piège élaboré pour démanteler toute la conspiration criminelle qui menaçait le territoire. Conrad Moreau déclara le marshal Dubois avec l'autorité du gouvernement fédéral. « Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration de meurtre, appropriation illégale de terres et corruption d'officiels territoriaux. » Mais Moreau tenta un dernier mouvement désespéré. Il attrapa son arme et cria à ses hommes « Tuez-les tous !» La fusillade qui suivit dura moins de 30 secondes. Les tireurs à gages de Moreau, pris entre les marshals et les hommes de Marguerite, se rendirent rapidement quand ils réalisèrent qu'ils étaient en infériorité numérique et légalement dépassés. Moreau lui-même reçut une balle dans l'épaule quand il essaya de tirer sur le marshal Dubois et fut ainsi définitivement mis hors de combat. Quand la poussière retomba et que les marshals emmenèrent les criminels, Pierre se tenait à côté de sa femme dans les ruines de sa maison brûlée et comprit finalement ce qu'il avait gagné et perdu en une seule journée. « Vous aviez tout planifié, » dit-il, non pas comme un reproche, mais avec une admiration stupéfaite. « J'ai planifié de survivre, » répondit Marguerite, « et de m'assurer que vous le pourriez aussi. » « Mais pourquoi ? Vous auriez pu simplement partir, laisser Moreau tout détruire. Pourquoi risquer votre vie pour un homme qui ne voulait pas vous épouser ? » Marguerite se tourna vers lui, et dans la lumière mourante du feu, Pierre vit quelque chose dans ses yeux qui lui serra la poitrine. « Parce que j'ai vu qui vous êtes vraiment, Pierre Dubois, non pas l'homme prévenu qui m'a jugé sur mon apparence, mais l'homme qui sacrifierait tout pour protéger sa famille. L'homme qui a rampé dans un tunnel en feu pour sauver quelqu'un qu'il connaissait à peine. » Alors Pierre comprit que pendant qu'il était fixé sur ce qu'il croyait perdre, il avait été aveugle à ce qu'il gagnait réellement. Marguerite n'était pas seulement intelligente et courageuse, elle était loyale, stratégique et avait tout risqué pour sauver non seulement elle-même, mais aussi lui et son père. « L'argent du chemin de fer, » dit-il soudain. « La vraie route va nous rendre riches, mais pas comme quelqu'un s'y attendait. » Marguerite sourit. La nouvelle ligne a besoin de droits d'eau pour la gare. Nos droits d'eau. Légalement, équitablement et profitablement. 6 mois plus tard, Pierre Dubois se tenait sur la véranda de sa maison reconstruite et regardait sa femme diriger la construction de la nouvelle gare. Elle avait eu raison en tout. Sur la route, le profit est le plus important, sur la valeur de regarder au-delà des apparences pour voir ce qui compte vraiment. Il avait été forcé d'épouser une étrangère qu'il avait jugée trop rapidement. Ce qu'il avait trouvé était une partenaire qui avait sauvé sa vie, sa ferme, et lui avait appris que la vraie force apparaît souvent sous des formes qu'on attend le moins. Fin de la version française.